Bonjour, bienvenue à la seconde leçon d'électrocinétique du cours physique 2. Cette leçon s'intitule Énergie, générateur et récepteur. Le plan de cette leçon est le suivant. Tout d'abord, nous commencerons par présenter l'effet Joule et les notions de puissance dans les circuits électriques. Nous aborderons ensuite la notion de champ électromoteur, puis à partir de là, nous établirons la loi d'Ohm généralisée. Nous développerons ensuite les notions de générateur et de récepteur pour ensuite voir comment on va pouvoir associer ces générateurs et différents récepteurs qui portera l'intitulé association de dipôles. Nous définirons bien entendu ce qu'est un dipôle. Et enfin, nous terminerons cette seconde leçon par les lois de Kirchhoff. Commençons tout d'abord par les notions d'effet Joule et de puissance. Qu'est-ce que l'effet Joule? Eh bien, si nous faisons une expérience où nous faisons parcourir un courant dans un conducteur, eh bien, nous constatons que ce conducteur va s'échauffer. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Donc, c'est un échauffement des conducteurs par conduction électronique. Comment ceci peut être mis en équation? Partons tout d'abord de la perte d'énergie électrostatique que subit une charge électrique qui va parcourir un conducteur. Pour cela, nous voyons ici représenté un élément de volume, de forme cylindrique, de longueur dl et de surface, ici ds, par laquelle les charges vont passer. La quantité de charges qui vont circuler à travers cet élément de volume dV donné par le produit ds par dl, la quantité de charge sera ici matérialisée par le vecteur densité de courant. Une première surface est au potentiel V2, une deuxième surface est au potentiel V1. La diminution de l'énergie électrostatique va se traduire par une variation de l'énergie notée ici W, qui sera donnée par la différence de potentiel des deux surfaces multipliée par la quantité de charge traversant cet élément de volume. Si nous reprenons les relations qui avaient été établies au cours du précédent cours, eh bien, nous pouvons remplacer les charges élémentaires ici par leur expression en fonction de la densité de courant, de la surface traversée et l'unité de temps considérée. Et ainsi que la différence de potentiel V1 moins V2 par la relation qui le lie au champ électrique grand E. À partir de là, nous obtenons l'expression de la variation d'énergie électrostatique, en tout cas une perte d'énergie électrostatique, en fonction du vecteur densité de courant, de la conductivité du matériau et du volume considéré. Ainsi, si nous voulons résumer ça, donc la perte d'énergie électrostatique sera donnée par une relation qui va la lier au vecteur densité de courant qui traverse l'élément de volume considéré de volume dV au cours d'un certain temps dt. J2 dV sur sigma, cette quantité-là n'est rien d'autre que la puissance dissipée sous forme de chaleur dans l'élément de conducteur considéré. Si nous considérons un conducteur de longueur petit l égale x1 moins x2, parcouru par un courant d'intensité grand I, et limité par deux surfaces au potentiel respectif V1 et V2, alors la puissance sera donnée par intégration sur tout le volume considéré à l'aide des relations que nous avons établies précédemment
Nous avons ici le champ électrique qui a été obtenu par l'un des termes ici J sur sigma, puisque nous avions J au carré, et l'élément de volume qui a été séparé en deux éléments, l'élément de surface ds et l'élément de longueur dl. À partir de là, nous obtenons ici un élément de courant circulant dans un tube de courant de la surface entrante à la surface sortante du conducteur, et ici, la sommation d'un bout à l'autre du conducteur de la force électromotrice, du champ électrique. Donc, si nous reprenons cette équation et que nous sommons cette équation à l'ensemble du conducteur, eh bien, la puissance sera donnée par le produit de la différence de potentiel aux bornes du conducteur par le courant, ou encore, si nous prenons la notation U égale V1 moins V2, par le produit tension fois courant. Et si nous appliquons maintenant la loi d'Ohm, si nous utilisons la loi d'Ohm pour tenir compte de la résistance du conducteur, loi d'Ohm qui nous indique que la tension et le courant sont reliés par la résistance R du conducteur, eh bien, nous obtenons la loi de Joule, qui sera donnée sous une forme en intensité ou sous une forme en tension. P, la puissance dissipée dans le conducteur, serait proportionnelle à la résistance fois le carré du courant, ou encore proportionnelle au carré de la tension appliquée au conducteur divisé par la résistance de ce conducteur. Maintenant que nous avons établi la loi de Joule, nous passons à la notion de champ électromoteur qui va être très importante dans la génération des courants électriques dans les circuits. Pour cela, regardons quelles sont les conditions d'existence d'un courant. Est-ce qu'il peut y avoir du courant dans un conducteur fermé sur lui-même? Ce conducteur est susceptible de conduire du courant puisqu'il possède une certaine conductivité notée ici, sigma. Donc peut-il y avoir du courant dans ce conducteur? Pour cela, nous allons calculer la circulation le long d'un contour fermé du vecteur densité de courant. Donc le long de ce contour, nous prendrons comme élément de longueur le vecteur dl et allons calculer la circulation de ce vecteur, la circulation du vecteur densité de courant le long de ce contour fermé, et nous pouvons dire qu'il y aura un courant si la circulation de ce vecteur est différente de 0. Mais nous savons également que le vecteur densité de courant est relié au vecteur champ électrique par la conductivité sigma. Donc nous avons remplacé ici dans cette équation le vecteur densité de courant par la conductivité sigma. Et bien évidemment, cette circulation est nulle, puisque lorsque nous allons parcourir un contour fermé, la différence de potentiel en un même point, et quel que soit ce point, est nulle. Donc, en conclusion, il n'y a pas de courant dans un circuit fermé sur lui-même s'il n'y a pas de champ électromoteur dans ce circuit. Alors, nous allons définir la notion de champ électromoteur. Donc, afin de montrer qu'il ne peut y avoir du courant, qu'à cette condition-là, qu'il pourrait y avoir du courant dans le circuit. Donc, nous avons déjà vu qu'il ne pourrait y avoir un courant que si le circuit est fermé et au moins un champ électromoteur est présent. Donc, ce champ électromoteur va animer les charges présentes dans le circuit et animer ces charges présentes dans le circuit par une certaine force F, indice M comme moteur. Donc nous appellerons cette force M, Fm, la force motrice et epsilon le champ électromoteur, par lequel
les charges subissent une certaine force F. Donc, regardons tout de suite un circuit avec un générateur. Donc, si nous prenons un générateur de champ électromoteur epsilon, cela veut dire que à chacune des bornes de ce générateur, il y aura des différences de potentiel différentes. Nous allons considérer le cas ici où le potentiel V1 est supérieur au potentiel V2. Bien évidemment, puisque nous avons un potentiel V1 supérieur au potentiel V2, il y a un champ électrostatique partant de la surface au potentiel V1 et allant vers la surface au potentiel V2. Ce champ constitue un champ électromoteur. Lorsque nous connectons les deux bornes de ce générateur par un conducteur de manière à former un circuit fermé, conducteur qui va posséder une certaine conductivité sigma c, eh bien il va apparaître dans ce conducteur un certain courant matérialisé ici par le vecteur densité de courant J. Et comme nous l'avions déjà montré grâce à la loi de D'Ohm locale, ce champ électromoteur, ce vecteur densité de courant va être dans le sens du plus haut potentiel vers le plus bas potentiel. Ainsi, dans le conducteur, nous avons J et E, le champ électrostatique, qui sont dans le même sens. Par contre, dans le générateur, nous aurons le vecteur densité de courant et le vecteur grand E de sens opposés, comme nous pouvons le voir sur la figure. À partir de là, nous pouvons définir la loi d'Ohm généralisée, qui va s'appliquer de manière générale à des circuits de type résistif, enfin des composants de type résistif comme nous l'avons déjà établi précédemment, et à des générateurs. Si nous appliquons la loi d'Ohm locale dans le conducteur, eh bien, nous avons établi au cours d'une précédente leçon qu'il y a équilibre entre les forces de frottement et les forces qui s'appliquent sur les charges. Ceci nous a amené à la loi d'Ohm locale, qui reliait le vecteur densité de courant à la conductivité électrique sigma, qui reliait, le vecteur densité de courant au champ électrique grand E par la conductivité sigma. Dans le cas d'un générateur, eh bien, outre les deux forces précédentes, nous avons également la force motrice qui va rentrer en ligne de compte, et par conséquent, de la même façon, nous pouvons établir une relation qui va relier le vecteur densité de courant aux différents champs électromoteurs, en considérant la conductivité ici du générateur. Si, à partir de là, la loi d'Ohm généralisée peut être établie, et si nous intégrons ces lois locales que nous avons vues précédemment sur l'ensemble du circuit, eh bien, nous aboutissons d'une part dans le conducteur à la loi d'Ohm telle que nous l'avions vue précédemment, à savoir que la différence de potentiel aux bandes du conducteur est reliée à l'intensité du courant qui le relie par la résistance du conducteur, et de la même façon dans le générateur, nous aurons la différence de potentiel plus le champ électromoteur qui sera égal à la résistance interne du générateur multipliée par le courant qui va traverser ce générateur. Nous allons voir maintenant comment ces générateurs
et récepteurs sont utilisés et comment est-ce qu'ils sont mis dans des circuits. Nous allons tout d'abord définir la notion de dipôle électrique. Qu'est-ce qu'un dipôle électrique? Un dipôle électrique est un objet comportant deux bornes par lesquelles il peut être connecté à un circuit électrique. Nous le représenterons sous la forme générale d'un rectangle avec deux fils de connexion. Ces fils seront supposés généralement être de résistance nulle. Ce dipôle a un comportement régi par une relation reliant la différence de potentiel à ces bornes et le courant qui va le traverser. Cette relation peut donner la tension aux bornes de ce dipôle à partir du courant, c'est une relation du type U égale F de I, ou de manière similaire, à partir d'une relation donnant le courant qui va traverser ce dipôle à partir de la tension appliquée à ces bornes. Ça serait une relation du type I égale G de U. Dans le cas d'un générateur, nous pouvons alors mettre en évidence différentes grandeurs. Donc, ce générateur est un dipôle, il possède deux points de connexion, les points A et les points B. Il existe une différence de potentiel à ces bornes, VA moins VB, créée par ce générateur. Nous avons ici VB supérieur à VA, donc une différence de potentiel U ou une tension encore positive. Et nous notons ici le courant sortant du générateur. Ce générateur est un dipôle actif, à savoir qu'il peut apporter de l'énergie au circuit auquel il est connecté. C'est d'ailleurs le rôle d'un générateur, ça va être d'apporter de l'énergie au circuit auquel il sera connecté. Nous remarquons ici que U et I sont dans le même sens. Par conséquent, c'est ce que nous appellerons la convention générateur. Un générateur fournit du courant au circuit auquel il est connecté. On notera donc de manière générale U, la tension U au bord du générateur, et I, le courant circulant dans ce générateur, dans le même sens. La flèche représentant la tension étant généralement orientée du plus faible potentiel vers le plus haut potentiel, indiquant ainsi le sens de parcours du courant dans les générateurs. Quelque chose de très important est la puissance apportée par ce générateur au circuit. Cette puissance sera, et comme nous l'avons vu précédemment à partir de la loi de Joule, cette puissance est donnée par le produit entre la tension borne du générateur et du courant qui va circuler dans le générateur. Et si ce générateur fournit une puissance au circuit, à ce moment-là, U et I seront de même signe et cette puissance sera positive. Si jamais le circuit extérieur fournit de la puissance au générateur, alors à ce moment-là, le courant ou la tension seront de signe opposé et la puissance sera alors négative pour indiquer une réception d'énergie du générateur. De la même façon, regardons ce qui se passe dans le cas d'un récepteur. Nous avons ici un récepteur. La principale différence par rapport au cas précédent est que le courant maintenant est ici noté entrant dans le récepteur. Il va absorber de l'énergie. Nous avons toujours ici la tension aux bornes de ce récepteur qui est représentée ici par cette flèche verte, orientée du plus bas potentiel vers le plus haut potentiel. Un récepteur est généralement un dipôle passif, à savoir qu'il va dissiper et ou stocker de l'énergie s'il ne dissipe pas de l'énergie. Lorsqu'on parle de dissipation d'énergie, on parle généralement, dans le cas des circuits passifs de type résistif, de la dissipation d'énergie par la chaleur, par élévation de la température du dipôle. Nous verrons plus tard que certains dipôles tels que les inductances ou condensateurs idéaux
ne dissipent pas d'énergie, mais ne font que stocker de manière temporaire l'énergie qui leur est apportée. Nous avons noté ici que le courant et la tension étaient dans deux sens opposés. C'est ce que nous appellerons par la suite la convention récepteur, par opposition à convention générateur, lorsque le courant et la tension sont dans le même sens. Néanmoins, comparé au cas du générateur précédent, nous aurons encore ici la tension qui sera donnée par le produit tension-courant, et ce produit sera positif lorsqu'un courant sera entrant dans le récepteur. Donc nous aurons une puissance positive lorsque ce récepteur consommera de l'énergie. Nous allons maintenant passer aux types principaux de dipôles, en tout cas de récepteurs que nous allons étudier dans ce cours, à savoir la résistance, l'inductance et le condensateur, qui ont déjà été d'ailleurs présentés dans des cours précédents. Nous allons ici principalement rappeler les données essentielles de ces composants. La résistance, qu'on peut aussi noter résistor, sera représentée par le schéma suivant, à savoir tel que le dipôle précédent, mais avec un R écrit à l'intérieur. Nous reconnaissons ici la notation en convention récepteur, où tension et courant sont notés ici de sens opposé. La relation qui va relier le courant à la tension est la suivante, c'est la loi d'Ohm, que nous avons vu précédemment. Bien entendu, le courant peut varier au cours du temps. À ce moment-là, de manière proportionnelle, la tension variera également au cours du temps, et le coefficient de proportionnalité étant effectivement la résistance de la valeur de la résistance de ce résistor. Nous avons donc ici, en termes d'unité, des volts qui seront égales à des ohms fois des ampères. Passons maintenant à l'inductance idéale, qui est un dipôle de stockage d'énergie électromagnétique, qui a été présenté dans un cours précédent. Alors, cette inductance, nous la représenterons le plus souvent sous forme d'une espèce de spirale entre les points A et les points B. Nous adoptons ici, une fois de plus, la convention récepteur, où les courants et tensions sont de sens opposé. Et la relation qui va lier courant et tension est la suivante, où nous avons la tension qui est proportionnelle à la variation de courant au cours du temps, par U égale L dI sur dt, où L est l'inductance du dipôle qui s'exprime en Henry ou de manière plus condensée par la lettre H. Un troisième dipôle fondamental dans l'étude du circuit est le condensateur. Il sera le plus souvent représenté de la manière suivante, où on symbolise ici par deux traits verticaux les plaques de ce condensateur. Une fois de plus, nous le notons en convention récepteur, courant et tension donnent sens opposé, et sa valeur ou son nom sera indiqué ici par la lettre C. Ici, l'expression la plus simple est une expression du courant obtenu en fonction de la différence de potentiel aux bornes du condensateur, et nous pouvons voir que le courant sera donné par C fois la variation de tension aux bornes du condensateur au cours du temps. La capacité de ce condensateur s'exprime en farad, ou encore plus simplement à l'aide de la lettre F. Un autre élément très important dans les dipôles est la notion de source indépendante. Nous venons de voir la notion générale de récepteur et de générateur. Donc nous avons vu quelques récepteurs que sont la résistance, l'inductance et le condensateur. Nous allons voir maintenant quelques générateurs types. Donc,
premier type de générateur, un générateur de tension idéal. Ce générateur de tension sera symbolisé le plus souvent par un trait continu et un cercle. Donc ce générateur est également un dipôle puisqu'il possède deux points de connexion, les points A, les points B. Nous pourrons noter par un petit plus quel est le pôle de plus haut potentiel. Donc ici, ce petit plus correspondra ici à la flèche, à l'orientation de la flèche de la tension aux bornes de ce générateur. Et nous parlerons ici de générateur de tension idéal si la tension aux bornes de ce générateur est prédéfinie et ne dépendra que du temps, ça pourrait très bien être une tension constante, quel que soit le courant qui va circuler dans ce générateur. Donc il est très important de noter qu'un générateur de tension idéal présentera à ses bornes une tension qui ne dépendra pas du tout du courant qui circule. Que ce générateur fournisse de la puissance ou de l'énergie au circuit auquel il est connecté ou qu'il absorbe de l'énergie de ce circuit. Une autre source, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de préciser quelque chose, à savoir une quantité fondamentale dans un générateur de tension, à savoir, est que sa résistance interne est nulle. C'est bien pour cette raison-là que la tension à ces bornes ne varie pas lorsque le courant varie. En effet, si la résistance interne du générateur est différente de 0, à ce moment-là, ce n'est plus un générateur de tension idéal et la tension à ces bornes va varier lorsque le courant qu'il débite ou qu'il absorbe évolue au cours du temps. Une autre source très importante est le générateur de courant. Donc, si nous considérons un générateur de courant idéal, nous pourrons le représenter le plus souvent par l'un de ces deux symboles, soit entre les deux points de connexion A et B par un rond, avec un trait en travers, contrairement au générateur de tension où le trait était le long des fils de connexion, ou alors par deux cercles de même dimension et légèrement décalés. Nous pourrons éventuellement noter par un petit plus le sens par lequel le courant circule. Donc la propriété fondamentale de ce générateur de courant idéal est qu'il va délivrer un courant indépendamment de la tension qui est appliquée aux bornes de ce générateur. C'est-à-dire que quelle que soit la tension appliquée aux bornes de ce générateur de courant idéal, eh bien le courant sera indépendant de cette tension. Une caractéristique très importante de ce générateur de courant idéal est que sa résistance interne est ici infinie, contrairement à celle du générateur de tension qui était, elle, nulle. Donc nous aurons ici, en résumé, un générateur de courant idéal est caractérisé par un courant débité indépendant de la tension qui lui est appliquée. Bien entendu, ce courant pourra varier au cours du temps ou être constant, et une résistance interne qui tend vers l'infini. Donc, à partir de là, nous avons vu un générateur de tension idéal, générateur de courant idéal et indépendant des circuits extérieurs. Nous rencontrerons également dans les circuits la notion de source liée. Qu'est-ce qu'une source liée? Une source liée peut être définie par opposition à une source indépendante. Alors, en effet, une source indépendante est dite indépendante si la grandeur qui la caractérise, comme le tension dans le cas d'un générateur de tension ou le courant dans le cas d'un générateur de courant, est indépendante des grandeurs électriques du reste du circuit. C'est ce que nous avons vu précédemment. Par opposition à cela, une source liée est une source qui va être
dépendante des tensions ou courants qui sont présentes dans le circuit. Donc elle sera elle sera l'opposé, on pourrait dire, d'une source indépendante. Nous pourrons représenter ça par exemple par le schéma suivant, où nous avons par exemple ici une tension de sortie Vs générée par une source de tension, mais cette source de tension Vs n'est pas indépendante puisqu'elle va dépendre par un facteur de proportionnalité petit k, elle va dépendre de la tension d'entrée, on pourrait dire tension d'entrée, ou une tension à un autre endroit du circuit, la tension VE. Ainsi, nous pourrons écrire que Vs égale K fois VE, la tension à l'entrée de ce circuit. Passons maintenant à une notion très importante qui est la notion de dipôle linéaire. En réalité, les dipôles que nous avons décrits précédemment rentrent dans cette catégorie des dipôles linéaires. Alors, qu'est-ce qu'un dipôle linéaire? Un dipôle linéaire est un objet à deux bornes, comme nous l'avons vu précédemment, qui sera régi par des équations différentielles ordinaires à coefficient constant. Vous voyez que c'est une définition un petit peu plus large que celle qui avait été donnée précédemment, où par exemple nous avions dans le cas d'une résistance une relation courant-tension qui était U égale RI, dans le cas d'une inductance une relation qui était U égale L dI sur dt, ou dans le cas d'un condensateur une relation qui était I égale C dV sur dt. Toutes ces relations rentrent dans le cadre général des équations différentielles ordinaires à coefficient constant. Donc nous pourrons noter une extension par rapport à la notation que nous avions effectuée précédemment, à savoir que la tension aux bornes du dipôle pourrait être exprimée comme une fonction du courant qui traverse le dipôle et des différentes dérivées jusqu'à un ordre n de ce courant et du temps, ou de la même manière, le courant qui va circuler dans un dipôle pourra s'exprimer comme une fonction de la tension aux bornes de ce dipôle et des dérivées successives de cette tension jusqu'à un certain ordre n, et bien entendu du temps. Donc voilà ce que nous noterons par la suite, les dipôles linéaires. Il sera très important de considérer cette classe de dipôles, puisque les théorèmes que nous développerons par la suite s'appliqueront à cette classe de dipôles. Comment va-t-on associer les dipôles? Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Différentes façons d'associer les dipôles. Une première façon consiste à associer ces dipôles en série. Alors qu'est-ce que l'association série? C'est une association où les deux dipôles D1 et D2 sont connectés en un point commun. Ainsi, ces dipôles sont soumis à des tensions U1 pour D1, U2 pour D2, et l'ensemble est donc soumis à la tension U égale U1 plus I2. Ainsi, la définition de la mise en série de dipôles consiste à dire que deux dipôles sont en série s'ils ont un seul point commun et s'ils sont traversés par le même courant. On voit ici en effet que cette association en série des dipôles amène à un courant commun traversant ces deux dipôles. Au niveau des équations, nous pouvons écrire pour le premier dipôle la relation qui va lier tension et courant, de la même façon pour le second dipôle, et en remarquant que le courant est le même pour chacun des dipôles, eh bien nous arrivons à l'expression suivante qui va relier la tension aux bornes de l'ensemble des deux dipôles, qui sera donnée par les fonctions F1 plus F2 appliquées à au courant I qui va traverser ces deux dipôles. Si nous prenons un exemple d'association série, eh bien, nous pouvons prendre l'exemple, par exemple, de l'association en série de deux inductances. Ainsi, sur le schéma suivant, nous voyons deux inductances mises en série. Elles sont bien entendu parcourues par le même courant comme précédemment. Si nous écrivons les lois qui régissent ce circuit,
eh bien, nous avons d'une part pour la première inductance U1 égale L1 dI1 sur dt, donc la loi de la première inductance. Étant donné que ces inductances sont mises en série, nous pouvons remplacer le courant I1 par l'unique courant qui circule dans ces inductances. De la même façon, pour l'inductance numéro 2, nous avons le même type d'équation. Et si maintenant nous calculons la tension appliquée à l'ensemble de ces deux inductances, la tension U appliquée à l'ensemble de ces deux inductances, eh bien, nous obtenons, comme indiqué précédemment, que la tension U sera donnée par la somme des inductances fois la dérivée par rapport au temps du courant. Donc nous avons ici fait la somme des lois qui vont régir chacun des dipôles. Un autre type d'association de dipôles est l'association dite parallèle, où maintenant les dipôles sont, tels qu'indiqués sur la figure, vont posséder les mêmes points communs. Ici, ils ont deux points communs, et on voit qu'ils possèdent les mêmes points communs, et que ces dipôles supportent la même différence de potentiel à leur borne. Ainsi, nous avons une différence de potentiel notée ici U qui sera égale à U1 égale à U2. Par contre, le courant qui va arriver ici, le courant grand I, va se séparer pour une part dans le dipôle 1, pour une autre part dans le dipôle 2. Ainsi, nous pouvons expliciter ce que nous appellerons par la suite la mise en parallèle de deux dipôles, à savoir que deux dipôles sont en parallèle s'ils sont connectés aux deux mêmes nœuds et ont la même tension à leur borne. Maintenant que nous avons montré les deux façons d'associer des dipôles, à savoir la liaison, la liaison entre dipôles de manière série ou parallèle, nous passons aux lois de Kirchhoff qui vont nous permettre d'étudier et de déterminer les courants et tensions circulant ou aux bornes des dipôles dans les circuits. Pour cela, nous allons prendre comme exemple un réseau complexe constitué de 7 dipôles tels que représentés là. Pour définir ce réseau, nous aurons besoin de la définition de différentes notions qui sont la définition de ce qu'est un nœud, de ce qu'est une branche, de ce qu'est une maille. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est un nœud. Eh bien, un nœud sera défini par les points, ou les nœuds seront définis par les points d'interconnexion d'au moins 3 dipôles. Ainsi, si nous revenons à notre réseau, nous avons ici 3 nœuds, le nœud A, auquel est connecté le dipôle D2, le dipôle D3 et le dipôle D4, le nœud B et le nœud C. Nous aurons donc 3 nœuds dans ce réseau. De la même façon, nous devons définir ce qu'est une branche pour l'étude des réseaux. Une branche est un tronçon de circuit entre deux nœuds. Donc à partir de là, nous pouvons définir un certain nombre de branches qui relient ces nœuds et qui passent par différents dipôles. Nous avons ici au total 1, 2, 3, 4, 5 branches. À partir de cette notion de branche, nous pouvons maintenant définir une maille, ou plus exactement des mailles, qui vont relier des branches entre elles et qui sont définies par un ensemble de branches qui forment une boucle fermée. La notion de boucle fermée est très importante, qui ne passe qu'une seule fois par un nœud donné. Ainsi, nous aurons ici différentes mailles, par exemple, en allant du nœud C, en passant par le nœud A en revenant au nœud C, ou ici en passant par tous ces nœuds-là, ou encore ici. Ou encore une maille qui va passer par tous les nœuds, qui va partir du nœud C, passant par le nœud B, et repassant par le nœud A pour revenir au nœud C. À partir de la définition de ces notions de nœuds, de branches et de mailles, nous pouvons définir les lois de Kirchhoff. La première loi de Kirchhoff est la loi des nœuds. Cette loi des nœuds traduit la conservation de l'électricité en chaque point, comme nous l'avons déjà vu au cours d'une leçon précédente. Et pour établir cette loi des nœuds, il est nécessaire au préalable de définir un sens arbitraire positif de circulation du courant dans chaque branche.
et la loi des nœuds, à partir de là, nous dira que la somme algébrique des intensités convergeant vers le nœud choisi est nulle. Ce qui peut s'exprimer de cette façon-là. Si nous prenons un exemple, eh bien, nous voyons que le courant I1 qui converge vers le nœud sera noté positif, de même que le courant I3 qui converge vers ce nœud sera noté positif. Le courant I2 qui part du nœud sera lui noté négatif. La somme de ces courants étant nulle. Voilà la loi des nœuds. Une autre loi fondamentale est la loi des mailles. Celle-ci est basée sur le principe, enfin plus exactement traduit l'existence de potentiels électriques en chaque point du circuit. Et elle va relier les tensions entre elles. Pour cela, de la même façon que pour la loi des nœuds, nous devons définir un sens arbitraire de parcours positif pour chaque maille. À partir de là, la loi des mailles nous dit que la somme algébrique des différences de potentiel ou encore tension rencontrées lors du parcours de la maille considérée est nulle. Ainsi, nous pourrons exprimer cela par l'équation suivante, qui nous dit que la somme algébrique des tensions est nulle. Le signe plus, le signe moins traduit le fait que lors du parcours de la maille, la tension sera rencontrée soit dans un sens positif, soit dans un sens négatif. Si nous regardons, nous appliquons cela au circuit que nous avons, au réseau que nous avons étudié jusqu'à présent, en tout cas à un bout de ce réseau, nous pouvons mettre en évidence, par exemple, sur la maille A, B, C, A, avec les dipôles 4, 5 et 3, qui auront à leur borne les tensions U5, U4 et U3, avec un sens de parcours positif partant de A, passant par B et allant à C, eh bien, nous aurons ici, nous rencontrerons dans ce sens de parcours la tension UA dans le sens positif, la tension U4 dans le sens positif, la tension U5 dans le sens négatif et la tension U3 dans le sens positif. D'où l'équation de maille que nous obtenons. Bien entendu, les différentes tensions sont liées aux différences de potentiel, aux bornes de chacun des éléments. Ainsi, nous avons présenté les lois de Kirchhoff, loi des nœuds, loi des mailles, et nous conclurons ainsi cette séance de cours, cette deuxième séance de cours. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine séance. Merci et au revoir.